Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est la chaîne YouTube qui promet de sauver la scolarité de ses presque 1,1 million d'abonnés sur YouTube. Et si vous n'en faites pas encore partie, eh bien justement, on vous propose de découvrir les bons profs. Ce sera dans notre focus influenceur. Pour moi, c'est le journaliste influenceur avec une lettre majuscule. C'est Guillaume Gralet du magazine Le Point, bien sûr. Guillaume, aujourd'hui, avec toi, on va revenir sur des grandes initiatives qui se proposent tout simplement de réinventer le web. Ouais, en fait, c'est assez rigolo parce que Tim Berners-Lee, le créateur du web, le dit lui-même. Il y a encore 40% des gens qui ne sont pas encore connectés, mais il faut rebaptiser, refonder le web actuel pour qu'il profite vraiment à tout le monde. Donc toi, tu veux nous aider à réinventer le web 2, mais notre talk du jour va nous ramener vers le web 3 et le métavers. Souvenez-vous, créer un métavers européen, c'était une des propositions phares, notamment du candidat Emmanuel Macron réélu, notamment une proposition qu'il avait fait lors de sa présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Alors, est-ce que le système et l'écosystème, surtout français et européen, est prêt? Un seul acteur, jusqu'à présent, promet de recruter à tour de bras en Europe pour le construire. Il s'appelle Meta, l'ex-Facebook qui s'appuie sur des initiatives notamment françaises pour y parvenir. On va en parler avec ceux et celles qui les font, ces initiatives. Frédéric Bardot, cofondateur de Simplon, bonjour à vous. Bonjour. Et Ridouane Abagri, cofondateur et directeur général de Metaverse Collège et Digital Collège. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. On vous retrouve dans un instant, messieurs, mais d'abord, focus. Des enseignants et des enseignantes de l'éducation nationale qui vous aident à réviser en vidéo. C'est un des outils de la chaîne YouTube et de la plateforme Les Bons Profs. Au programme également des kits de survie en classe pour s'aiguiller sur les chemins de l'orientation ou encore réussir à décoder Parcoursup. C'est tout un programme. Édouard Denuot, en tout cas, révise ses classiques avec la chaîne Les Bons Profs. C'est la chaîne parfaite pour se remettre à niveau pendant l'été. Les Bons Profs est une chaîne YouTube dédiée au soutien scolaire. Fondée en 2011 par des professeurs de l'éducation nationale, leur objectif est simple, aider tous les élèves de la 6e à la terminale à mieux apprendre leurs cours. 21 professeurs qui s'appuient sur une pédagogie commune, l'expertise, l'expérience et la bienveillance. Maths, français, SVT, histoire géo, langue ou encore physique-chimie, toutes les matières ont droit à leurs vidéos pour approfondir les cours. Le mouvement auquel on le rattache, c'est un peu compliqué de dire le mouvement, parce qu'il y en a plusieurs. Symbolisme, romantisme, Parnasse, ce sont des mouvements littéraires liés à la poésie au XIXe siècle, et Baudelaire se trouve à la croisée de tous ces mouvements. Donc il emprunte au symbolisme, notamment par le fait qu'il va cultiver ce qu'il appelle les correspondances. Les correspondances, c'est le titre d'un de ses poèmes, c'est le fait qu'il y ait des choses qui se répondent dans la réalité, par exemple entre un sens et un autre, entre la vue et les louis, par exemple. Plus d'1 100 000 abonnés et 208 millions de vues cumulées sur YouTube. Les Bons Profs est la chaîne de référence pour mieux comprendre ses cours ou perfectionner ses révisions. Et tout de suite, on a les bons profs pour vous apprendre à devenir les talents du métavers. La bataille du métavers qui commence par ses talents. On en parle tout de suite, c'est la première partie du talk. Et pour en parler, on est évidemment accompagné par Frédéric Bardot, cofondateur de Simplon, et Ridouane Abagri, cofondateur et DG de Metaverse Collège et Digital Collège. Je propose qu'on commence par vous, Frédéric, parce que c'est vous qui faites l'actualité, notamment avec Meta, l'ex-Facebook, qui vient de lancer une initiative à vos côtés pour pouvoir aller former ses talents du métavers, où qu'ils et elles surtout se trouvent. D'abord, pourquoi cette collaboration avec Meta ? Simplon, on commençait déjà à investiguer les technologies immersives en pédagogie. Donc, on était monté en compétences, on faisait des learning expéditions, on était à fond les ballons. Et effectivement, Meta nous a contactés en disant on a envie de lancer une initiative à impact pour augmenter le nombre de skills qui sont disponibles sur le marché et de lancer des écoles. On cherche un partenaire pédagogique. Et comme on veut que ce soit très inclusif, on a envie de travailler avec Simplon. Donc là, forcément, on a dit oui, un grand oui.
On a posé 2 questions. Ouais, Est-ce que vous allez recruter des gens chez Meta? Et en fait, ils ont dit non, c'est pas le but. Il y a 10 000 emplois qui vont être créés par Meta en Europe. Ouais. Mais pour le coup, là, c'est une initiative pour que l'écosystème dispose des skills pour bâtir le métavers. Et c'est une initiative pour mettre plus de diversité dans ces métiers-là. Et la deuxième question qu'on a posée, c'est est-ce qu'on va former des gens à Meta et aux technologies Meta? Et en fait, non, c'est une formation qui est agnostique. Donc, c'est vraiment une volonté d'impact sur l'écosystème. Donc, on va aussi former aux technologies concurrentes, au matériel et aux casques concurrents. Donc, les 2 conditions étaient réunies pour qu'on dise un grand oui. D'où ma question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, Frédéric, de servir un peu d'alibi à Meta au moment où l'entreprise en elle-même est quand même relativement attaquée par ses utilisatrices, ses utilisateurs, ses concurrents et concurrentes aussi. Quand on s'appelle Simplon, qu'on défend comme vous depuis toujours ces formations au numérique, au métier du digital, soit par la reconversion de vos candidats et candidates, soit par de la formation initiale, est-ce qu'on se dit, OK, Laurent Sollier, le patron de Meta en Europe notamment, est venu frapper à la bonne porte? Est-ce que c'est un peu du méta et de l'éducation washing de leur part? Non, franchement, enfin, on ne peut pas dire qu'on peut critiquer beaucoup Meta, mais ils ont une vision du métavers. Ils investissent presque 3 milliards de dollars par trimestre sur cette chose-là. Donc ça va être un acteur, quoi qu'il arrive et quoi qu'on en pense. Et nous, on préfère travailler avec les gens qui vont construire le métavers plutôt qu'en se disant non, ils sont gros, ils sont méchants, et de leur prêter des intentions qu'ils n'ont pas. Là, l'intention, elle est claire. C'est une initiative de Meta France. C'est pas un truc qui débarque des États-Unis. C'est vraiment les équipes de Meta en France. On nous demande de faire du Simplon sur les métiers du métavers. On le fait avec la caution et la force de frappe de Meta, financière, en termes de casque, en termes d'écosystème. Donc franchement, j'avais aucune raison. Ça a été un no-brainer de dire un grand oui tout de suite. Et vous allez le faire dans plusieurs villes, Paris évidemment, mais aussi Lyon, Marseille et Nice, si je ne dis pas de bêtises. C'est une formation qui est décentralisée parce qu'on a besoin, encore une fois, d'aller chercher ces futurs talents partout, évidemment, en France. Oui, vous en parlez souvent ici. Il n'y a pas qu'à Paris où il y a des écosystèmes tech. Certainement pas. Voilà. Donc Paris, Lyon, Marseille, Nice, on joue la sécurité avec les plus gros écosystèmes, mais ça a vocation à se développer un peu partout en France. Mais le juge de paix, c'est est-ce que les entreprises ont des besoins? Si oui, sur quel métier? Et donc, on a choisi les formations qui sont sur les 2 métiers les plus en tension, technicien XR et développeur XR. Et là, pour le coup, on a une réponse des écosystèmes qui est très forte. Donc, on n'aura, je pense, pas de problème à placer les apprenants en alternance. Concrètement, ça veut dire quoi, justement, ces professions technicien et développeur XR? On parle de réalité immersive. Jusque-là, tout va bien, le public de l'école du futur peut suivre, mais ça veut dire qu'on va être des talents qui vont faire quoi dans ce métavers exactement quand on va sortir de cette formation? Il y a 2 métiers, donc technicien XR, c'est vraiment les techniciens d'assistance qui vont s'occuper des flottes de casques, qui vont faire en sorte que les systèmes soient maintenus, que les expériences immersives soient de qualité, qui vont faire de la médiation, donc ça s'adresse plutôt à des gens qui sont déjà équipés, mais ça peut être des lieux, d'événementiels. Enfin, moi j'ai été voir une expo sur le Machu Picchu il n'y a pas longtemps à Paris, on m'a mis un casque sur les oreilles, il faut bien gérer pour que tout se passe bien, donc ça demande des techniciens un peu spéciaux. C'est pas le helpdesk, genre mon ordinateur imprime plus, etc. Là, c'est mon casque marche plus. Donc ça, on a besoin de ces profils-là. Et puis après, on ne peut pas faire un métavers s'il n'y a pas des développeurs qui savent gérer les modèles 3D et faire des interactions dans le métavers. Et c'est un des métiers les plus en tension. Et c'est celui qu'on va déployer le plus à Paris, Lyon, Marseille, Nice. Donc c'est vraiment des développeurs qui travaillent avec Unity, Unreal et qui vont coder le métavers et permettre que ce soit interactif. Alors les talents qui vont coder le métavers, ils sont aussi chez vous très bientôt. Ridouane Abagri avec Métavers Collège, ça ouvre à la rentrée. Vous avez déjà énormément de candidats et de candidates qui veulent justement pouvoir mieux comprendre les futurs métiers de ce métavers, comment est-ce qu'ils vont pouvoir eux aussi y participer. Quand vous entendez cette initiative prise par Meta France aux côtés de Simplon, vous vous dites qu'il va y avoir des concurrences sur le marché de la formation au métavers, ou au contraire, finalement, on a besoin de tout le monde à un moment pour pouvoir justement construire ce fameux métavers français, européen, en faire une réalité? Je pense qu'on va avoir des alliés. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir et que le soleil brille pour tout le monde. Et c'est vrai que lorsqu'on voit la taille du marché, comme Fred l'a dit, effectivement, on va avoir 3 milliards par trimestre de la part de Meta. Je pense que ces investissements vont monter. Je pense qu'il y a plus de boîtes qui vont aussi investir dessus. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, il faut bien les former. Et pour les former, 2 écoles, ça ne suffira pas. Il en faudra beaucoup plus. Et je pense qu'au fur et à mesure, elles vont venir. Et dans ces métiers-là, on sait qu'il y a aussi beaucoup de reconversions. On sait qu'il y a beaucoup de choses nouvelles. Nous, on voit que l'enthousiasme des étudiants, parce qu'on a eu énormément de demandes, notamment en plus quand il y a eu le communiqué de Meta et Simplon, donc ça montre bien que dès qu'il y en a un qui va briller, ça va faire aussi briller l'autre. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une co-construction qui va se faire naturellement sur le marché, qui va permettre de faire monter le marché et de former le plus d'étudiants possible pour qu'ils puissent après ou fournir Meta, effectivement, ou fournir d'autres entreprises. Après, aujourd'hui, on est encore quand même dans un flou parce que les entreprises, ils ont des besoins, mais ils ne savent pas lesquels.
Donc ça veut dire que nous, en tant qu'école, on doit avoir un rôle de consultant, mais on n'a pas, je ne dis pas qu'on n'a pas cette compétence-là, mais c'est quand même un travail qui demande beaucoup de choses et qu'on ne peut pas fournir. Donc je pense que la première pierre du métavers, ça va être l'éducation. Et là, ça se concrétise avec le marché qui nous répond à tout le monde. C'est intéressant ce que vous dénotez de la part des entreprises qui vous appellent en disant, écoutez, Ridwan, je vais avoir besoin quand même de talents pour ce métavers, mais qu'est-ce qu'ils vont faire exactement chez moi? C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi aujourd'hui ce nouvel imaginaire, cette nouvelle littérature qu'on voit fleurir un peu en B2B dans toutes les entreprises de la place du CAC 40 et pas que, avec des Chief Metaverse Officers qui commencent à poindre, à pulluler chez Procter & Gamble, chez Decathlon aussi notamment, où d'une part, les entreprises commencent à préempter ces univers immersifs, mais ne savent pas réellement ce qu'elles vont faire dedans. C'est un peu ça l'équation du moment, Ridwan. Ils ne savent pas par où commencer. C'est-à-dire que là où je rejoins Fred aussi, c'est que nous, on a beaucoup misé sur le développeur XR aussi, parce que c'est effectivement un des métiers les plus recherchés, qui va être les plus recherchés dans les prochaines années. Mais le problème, c'est qu'avant de prendre un développeur XR, il faut savoir ce qu'on va faire. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un développeur et dire, voilà, développe, construis-nous un métavers, affile-toi un métavers. Il faut d'abord réfléchir, il faut de la maîtrise d'ouvrage, il faut du chef de projet. Le problème, c'est que c'est vrai que certaines entreprises pensent que c'est l'étudiant qui va réfléchir. Et l'étudiant est là d'abord pour se former aussi. Il n'est pas là pour apporter une stratégie d'entreprise. C'est lui mettre trop de responsabilités sur les épaules. Et même pour l'entreprise, je trouve que ce n'est pas la bonne démarche. Mais je pense que d'abord, oui, les recrutements sur des postes stratégiques et des personnes clés vont d'abord se faire. Et après, nous, en tant qu'école, on va pouvoir alimenter avec des alternants pour apporter du support, pour apporter des techniciens, pour apporter ces nouveaux plombiers du métavers. Et après, construire des choses, mettre les maillons en place. Mais c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. C'est pas quelque chose... Je pense qu'il y a des personnes qui pensent dans 6 mois, ça y est, le métavers va être révolutionné, il va être transformé. Non, on ne parle pas en mois, on parle en années là, pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'on a des initiatives en France, pour une fois, qui sont novatrices par rapport à d'autres pays. Parce que je pense que quand on fait le tour du monde des écoles, on voit bien qu'il y a encore très très peu d'écoles qui disent, voilà, on se lance dans ce virage-là et on prend parti de dire, le métavers, on va en faire un sujet. Parce que je pense que vu qu'il y a beaucoup de polémiques de la part des entreprises, de la part de certains porte-parole, on va dire, du métavers qui disent que le métavers va flopper, d'autres non. Je pense qu'il y a des écoles qui veulent pas encore se positionner. Donc c'est pour ça qu'il y a des écoles qui sont courageuses comme les nôtres et qui va dire, nous on se positionne et nous on croit au futur et nous on sait que dans le futur, ça va se construire aussi avec un métavers. En même temps, si une plateforme américaine a préempté le nom en faisant une OPA inamicale sur le terme, vous pouvez le faire aussi, ne vous inquiétez pas. Guillaume. Oui, non, la question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est vous formez aux développeurs du métavers, ce qui est un très beau pari. Est-ce que vous, dans l'éducation, vous pensez que le métavers va être utile pour transmettre des connaissances, pour apprendre à l'avenir ? En fait, le métavers, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour l'instant, on est très en avance de phase. Par contre, les technologies immersives, elles sont utilisées en éducation et en formation depuis des décennies. Je veux dire, depuis la simulation des pilotes de chasse, je veux dire, dans le monde de l'industrie, dans le nucléaire. Donc ça, les use cases, ils sont déjà présents. On a une super association professionnelle là-dessus qui s'appelle France Immersive Learning et qui fait un boulot absolument incroyable. Et donc ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Les use cases sont là. On sait que quand on met un casque, le cerveau ne fait pas la différence entre l'immersion et la réalité. Donc pour faire du geste professionnel, pour monter en compétence sur des soft skills, la prise de parole, ça existe déjà. Après, est-ce qu'il y a des use cases d'éducation dans le métavers? Là, on est un peu en avance de phase. Moi, je ne vois pas des étudiants ou des élèves avoir un casque sur le nez pendant toute une journée et faire des cours dans le métavers. Et c'est pas de ça dont il s'agit. Ouais, d'ailleurs, chez Métavers Collège, on va forcément se former aux techniques du métavers en ayant un casque en plus soi-même d'immersion sur les yeux. On va le faire pour pouvoir contrôler les éléments graphiques qu'on a développés, j'imagine, quand même. Il y a un petit peu de vérification de ce qu'on est en train de développer. Mais on ne peut pas se former au métavers dans un métavers. Ça ne peut pas être de l'inception non plus. Ça, c'est utopique. C'est-à-dire je sais qu'il y a dans le monde des initiatives qui promettent des écoles dans un métavers à 100%. C'est impossible. On en a reçu quelques-unes sur ce plateau au cours de la saison. C'est pas spectable. Après, on est dans le gadget métavers. Pour moi, c'est un gadget marketing. Parce que déjà, c'est pas, comme l'a dit Fred, c'est pas sérieux de dire on a un casque 7 heures dans la journée. C'est pas possible. Je pense que la priorité n'est pas là. La priorité, elle est vraiment dans la formation de ces métiers. Et peut-être qu'après, les technologies vont évoluer, les casques vont évoluer, les comportements vont évoluer. Mais je pense que le rôle du métavers, dans un premier temps, ça va être aussi d'accompagner tout ce changement sociologique et comportemental. C'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup d'initiatives sur le sujet, parce que ça va permettre que les gens s'habituent aussi sa culture petit à petit, connaissent le casque. Parce qu'après, il y a aussi la réalité augmentée qu'on sous-estime énormément. Voilà, Pokémon Go nous a permis de montrer qu'il y avait un gros potentiel et que beaucoup d'entreprises les utilisent dans l'industrie de l'automobile, dans d'autres industries. Donc il va falloir aussi que cette réalité virtuelle, cette réalité augmentée,
avec ce monde réel fusionne petit à petit. Et je pense que quand on voit quand même les initiatives marketing dans certains pays, notamment en Asie, comme en Corée, comme au Japon, etc., on voit quand même que c'est quand même très prometteur. Là, on arrive à faire voler des gros dragons dans des stades maintenant. Enfin, il y a encore quelques mois, on disait mais c'est impossible de faire ça. Avec une sensibilité réelle, c'est-à-dire que c'est juste un hologramme, mais on a l'impression que le dragon est vraiment devant nous. Donc peut-être qu'on pourra faire renaître les dragons de Game of Thrones sur un événement à Paris. Et comprendre enfin à quoi il sert dans le dernier épisode. Merci, ce serait sympathique, bravo. Il y a quelque chose de très intéressant justement sur lequel vous reveniez, Ridwan, avec la question de Guillaume, c'est le fait de se dire que le métavers peut avoir une finalité, une valeur d'usage. Et ce que j'aime dans la proposition que vous formulez sur l'Académie Méta, Frédéric, c'est que justement vous vous dites, attendez, aujourd'hui, on n'a aucune idée en réalité de quels usages vont convenir à quel métavers. Donc, c'est aussi pour ça que dans notre politique pédagogique, on ne va pas aller se fixer sur l'usage pour pouvoir définir nos formations. Oui, complètement. Et puis les technologies immersives, elles sont utiles dans plein de secteurs différents. Et en fait, c'est les mêmes métiers derrière. Donc, qu'on veuille bâtir un métavers, faire de la formation professionnelle, faire une réplique du Machu Picchu en 3D. Vous y tenez, décidément. Ça vous a marqué, ce Machu Picchu? Oui, ça m'a vraiment marqué. Parce que dans le patrimoine, dans l'événementiel, dans la culture, il y a même Jean-Michel Jarre qui a fait des concerts avec des millions de personnes. Donc, les usages sont très, très différents. Par contre, les métiers sont les mêmes. Il y aura toujours des devs, il y aura toujours des techniciens, il y aura toujours des graphistes. Donc, ça, c'est ça le plus important. Et dans le gaming, on n'a pas attendu les use cases. Donc nos amis d'Ubisoft, etc., ils sont hyper intéressés à prendre des alternants qui vont sortir. C'est ce qu'on disait la fois dernière, effectivement, sur le gaming. En France, on est très bon. Donc, en France, on a aussi l'industrie du luxe qui est très forte. Donc je pense qu'ils ont déjà commencé à prendre le sujet en main. Donc je pense qu'on a quand même des secteurs et des sujets forts en France qui permettront qu'on puisse rester sur un sujet peut-être avec un certain leadership. On ne sera pas les meilleurs, parce que les États-Unis, c'est quand même très gros, et dès qu'ils vont encore mieux se réveiller, ça sera encore plus compliqué, mais je pense que là, on se positionne plutôt bien, et on montre que on est présent et qu'on veut faire avancer les choses. Puis là aussi, il faut que le métavers ressemble à la population. Donc, il faut qu'il y ait des femmes dans le métavers, il faut qu'il y ait des gens de tous les horizons, parce qu'en fait, on va reproduire les biais que vous connaissez bien et dont vous parlez souvent ici. Donc c'est très très important que dès maintenant, on commence à ouvrir ce champ-là à tout le monde en termes d'application et en termes de sociologie professionnelle. Oui, on va revenir justement, notamment dans la deuxième partie de cette émission, à la façon dont, justement pour pouvoir construire, j'allais dire faire du leapfrogging pour le coup sur le Web 3 et sur le métavers à venir et ne pas reproduire les écueils qu'on a connus sur le Web 2. Il y a certes des initiatives dont Guillaume va nous parler dans un instant, mais il y a aussi le fait de se dire que dès le départ, pour pouvoir former les talents qui vont pouvoir construire ces univers-là, on va aller chercher plus d'inclusion, plus de diversité, plus d'égalité également. On y revient dans un instant avec vos deux exemples, messieurs, Frédéric Bardot, Ridwan Abagré. Reste avec nous. Nous, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap de Cheryl Jessica Isengay. My money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. Loaded, and you hit chat, she just comes to life. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.
son panier. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Frédéric Bardot pour Simplon et de Ridouana Bagri pour Metaverse College et Digital College. Dans un instant, on continue justement à parler de la façon dont on peut aller chercher ces talents du métavers où quels surtout, se trouvent partout en France. Comment justement aussi construire ce métavers dès le départ avec des valeurs éthiques, transparentes et de confiance. On y revient dans un instant, mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, ça tombe bien parce qu'avec toi aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs initiatives qui vont nous permettre peut-être de réinventer le web, celui qu'on connaît, le Web 2 pour l'instant en tout cas. Et tu voulais commencer par une initiative avec un profil assez surprenant, c'est celui de Frank McCourt qui est plus connu pour ses prises de participation dans le sport que dans les univers numériques. Ouais, j'étais un peu surpris en fait, pour être honnête Marjorie, quand on m'a dit que Frank McCourt voulait refonder le web, rien de moins. Il est milliardaire, il a déjà fait fortune dans l'immobilier, il est propriétaire de l'Olympique de Marseille. Je me suis dit mais pourquoi il veut se lancer dans ce chantier? Et je lui ai rendu visite, c'était à Sciences Po, il a lancé le McCourt Institute avec Sciences Po. Il travaille également avec la Georgetown University. Il veut, ni plus ni moins, créer une nouvelle architecture civique pour le monde numérique. En réalité, il a été surpris par l'importance qu'ont pris les écrans dans la vie de ces adolescents, mais également par la prise d'assaut du Capitole. C'était il y a 18 mois. Il estime que ce sont les réseaux sociaux qui ont beaucoup joué dans la polarisation des esprits, qui ont cassé quelque part le rêve j'allais dire de communion, mais en tout cas de partage universel que promettait le web. Alors il s'est intéressé, il a demandé à plusieurs universitaires de plancher sur un nouvel Internet. Et ce nouvel Internet, il ressemblerait à quoi? Eh bien, il s'appuierait sur un protocole web open source. Il transférerait le contrôle des données personnelles aux particuliers. Il encouragerait les développeurs, on parlait de développeurs tout à l'heure, à innover en permettant à tous les utilisateurs de bénéficier directement de la valeur économique de leurs données. On connaît bien le web, on en a parlé tout à l'heure ici, le terme est apparu dans les années 90. Au départ, c'était essentiellement pour lire, c'est-à-dire qu'on lisait ce qui avait été écrit par les autres. À partir de 2004, on a vu éclore le Web 2, c'est-à-dire un web qui donne une large part, je schématise, mais c'est pour aller vite, aux réseaux sociaux, à la participation. Donc on lit, on écrit. Avec le Web 3, on va lire, écrire, créer. Et la particularité, c'est qu'en reposant en partie sur la blockchain, eh bien, une partie de la création de valeur va être donnée aux créateurs. Et c'est un web qui repose moins sur le pillage des données personnelles, mais plus sur le partage de la création. Et puis surtout, c'est un changement, un virage à 360 degrés au niveau du paradigme même de la monétisation du web. Mais est-ce que c'est possible pour ce qui est du Web 2 en tout cas, puisqu'on en est quand même encore là pour l'instant? Je sais que Fred et Ridouane préparent déjà l'étape d'après les futurs talents, mais nous on est quand même encore assez Web 2 sur ce plateau. Est-ce qu'on peut repartir de zéro? Est-ce qu'on peut tout réinventer? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Frank McCourt, il n'est pas tout seul. Il s'est entouré avec son projet Liberty, qu'on peut retrouver sur Internet, il s'est entouré de beaucoup de talents. En tout cas, il essaye d'attirer énormément de compétences très différentes. Il y en a une que je trouve très intéressante, c'est celle de Gavin Wood. C'est un des co-créateurs d'Ethereum. Je crois que tu en connais pas mal, Marjorie. Toi aussi. Vitalik Buterin, par exemple. Ils étaient plusieurs. Il a créé Polkadot et il est aussi un des artisans d'un protocole open source, DSNP, Decentralized Social Networking Protocol. Ce protocole, il veut permettre à des nouveaux réseaux sociaux d'émerger et surtout de ne pas laisser tout le contrôle à un tiers. Aujourd'hui, le Web 2 est très centralisé, même si on adore Meta pour plein de raisons. Aujourd'hui, les données personnelles, par exemple, qui sont sur Facebook, restent vraiment la propriété de Facebook. On espère que ça sera moins le cas avec Meta à l'avenir. Mais ce projet, il a reçu le soutien d'énormément d'intellectuels. J'ai envie de citer le ministre portugais de la Science, Manuel Heitor, ou encore Marietta Schaake, qui est chargée de mission internationale au Center of Artificial Intelligence à Stanford. Je ne vais pas citer tous les noms, on peut les retrouver sur le projet Liberty. Ce sont des gens extrêmement différents. Il y a également la directrice de Aspen Digital. Mais ça, je les ai tous cités, en fait. Voilà, je ne les ai pas tous cités, j'en ai passé certains. Mais c'est vrai que j'ai été surpris par la diversité des profils. Oui, c'est surtout ça ce qui est intéressant. C'est le fait de se dire que finalement, dans un milliardaire très connu pour ses investissements dans l'immobilier ou dans le sport,
on continue à se dire qu'on est tous citoyens et citoyennes du web et qu'on a envie de pouvoir changer les choses à un moment. Oui, c'est ça. Et puis, pour être honnête, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout, mais ce que je trouve très intéressant, c'est cette discussion. Il dit investir 100 millions de dollars. Il a, pour terminer aussi, dans ces cercles de réflexion, une personne que tu connais, Marjorie, c'est Tristan Harris. Tristan Harris. Je connais aussi, c'est fou le nombre de gens qu'on a en commun. Non, mais Tristan Harris, pour la petite histoire, c'est un créateur d'entreprise qui avait revendu sa boîte à Google, qui est resté quelques années chez Google, et puis qui en est parti avec plusieurs personnes qu'on surnomme les repentis du web. Ils ont notamment créé le Center for Human Technology, qui doit nous permettre de nous réapproprier cette attention qui est un petit peu convoitée, avec des notifications qui apparaissent toutes les 40 secondes sur nos téléphones portables notamment. Et l'idée, c'est lorsque vous allez chercher un cours pour jouer du ukulélé, par exemple, c'est de pas qu'on ne vous encourage pas à perdre du temps pour que vous regardiez un maximum de publicité, mais c'est de voir Facebook ou Google se battre un petit peu pour vous dire je vais te donner le meilleur cours qui te correspond, bref, de vous redonner du temps d'attention pour vos proches notamment. Les repentis de la vallée qui donc sont d'anciens Googleurs ou d'anciens développeurs et ingénieurs de jeux chez Facebook, pour ne citer que ces deux plateformes-là, et qui du coup ont aidé, contribué à mettre au point les mécanismes de captation de l'attention et qui aujourd'hui se disent qu'ils ont peut-être fait quelque chose qui n'était pas si bien que ça et essaient justement de redorer leur blason au travers de toutes ces initiatives. Est-ce qu'en France, on a aussi des initiatives qui nous permettent de nous dire que tout n'est pas perdu? Il y a un mec, un développeur, un inventeur que je trouve très intéressant, qui s'appelle Gaël Duval, qui était basé à Caen, mais aujourd'hui qui a une équipe d'une quarantaine de développeurs basés dans le monde entier. Il avait créé un Android open source. Il va un peu plus loin aujourd'hui en lançant son propre téléphone, Murina One, et ce téléphone, dont il espère qu'il sera peut-être un jour produit en France, permet d'accéder à des applications qui ne vont pas aspirer vos données, cartographie, email. Vous avez des applications pas du tout gourmandes de vos données, mais qui sont très intéressantes. Là aussi, c'est un chantier, mais un chantier peut-être intéressant à suivre. Gaël Duval qui défend donc la bataille des operating systems, des systèmes d'exploitation qui vont du coup vous permettre là aussi de pouvoir reprendre le pouvoir sur vos données. C'est intéressant la façon dont Guillaume dresse justement le portrait et la liste de ces initiatives qu'on voit poindre partout dans le monde depuis plusieurs saisons déjà, mais qui commencent à s'intensifier parce que, et on le disait à la fin de la première partie de cette émission, on a envie finalement d'entrer dans un Web 3 qui serait débarrassé des scories du Web 2 et des atermoiements sur lesquels il a fallu, on est d'ailleurs encore dessus, travailler pendant de longs mois, et le fait qu'aussi des régulations a posteriori finalement aient dû venir remettre un petit peu de règles dans le jeu, un peu de Far West parfois des plateformes, fait qu'on se dit ok, est-ce qu'on peut espérer, est-ce que Frédéric, on peut se dire que les talents notamment que vous formez pour ce métavers à venir, ils vont pouvoir construire ce métavers transparent, éthique, de confiance dès le départ? On essaye effectivement. À Simplon, on dit qu'on ne fait pas des geeks, on fait des greeks. C'est des geeks responsables. Wow, donc effectivement, on travaille sur les questions d'accessibilité numérique. Enfin, plus on a des professionnels du numérique qui sont responsables, plus ils vont créer un numérique responsable. Et c'est pour ça qu'autant il faut de la diversité dans les professionnels du numérique, mais il faut aussi de la diversité dans les acteurs. Et donc il n'est pas question qu'on abandonne le futur du numérique à des grandes plateformes. Elles vont jouer un rôle décisif, mais je veux dire, les communautés, le logiciel libre, l'open source, tout. Enfin, c'est la diversité là aussi qui est important dans les modèles et on le sait parce qu'on travaille sur ces sujets-là. Il faut qu'il y ait un métavers mais qui soit interopérable. Il ne va pas y avoir un métavers monopolistique qui va les aspirer tous. De la même manière qu'il y a eu l'internet, il faudra qu'il y ait l'inter-métavers. Et donc c'est là-dessus, il y a un grand consortium qui vient de se monter dans lequel les méta et tous les acteurs pour essayer d'imaginer les standards. Il faut continuer là-dessus. Et il faut effectivement que les gens qui construisent le métavers soient aussi divers que les acteurs qui y participent, sinon on va dans le mur. Les gris qui sont aussi chez vous, chez Métavers Collège? Alors je ne sais pas s'ils sont chez nous, mais on essaie de faire aussi de la diversité parce qu'il faut tout pour faire un monde. C'est vrai que nous, par le biais de Digital College, on a une population quand même, selon les promotions, entre 70 et 90% féminine. Donc on est plus une école au féminin. Le Metaverse College, je ne sais pas si elle sera plus au féminin, plus au masculin, mais les tendances montrent que pour l'instant c'est un peu plus masculin que féminin, mais on essaie de communiquer pour faire en sorte que les gens n'aient pas peur de postuler, n'aient pas peur de se lancer, parce que l'éducation
régulation, c'est aussi éduquer les utilisateurs, les futurs étudiants à se dire on peut s'inscrire dans ce projet, on peut se convertir dans ces métiers-là, et c'est compliqué. Mais après, pour revenir un peu sur le sujet effectivement de l'open source, un peu de ce qui va se passer, je suis un peu d'accord avec tout ce qui s'est dit. Après, c'est vrai que l'open source, on l'a vu dans certains secteurs, c'est très bien parce que ça permet d'aller plus vite, ça permet d'aller très vite, mais après, il peut y avoir des très grosses dérives. Je fais référence à l'industrie de l'imprimante 3D où il y avait des grosses dérives avec l'open source qui auraient pu être très catastrophiques dans l'écosystème. Heureusement que ça a été régulé à temps. Mais je pense que le monde aussi il a changé par rapport à l'époque d'Internet, il a évolué. Et après, ce qui va faire aussi le métavers de demain, ça va être de comment il va être régulé au niveau national, européen, international. On voit déjà que l'Europe et la France veut agir différemment, ne veut pas ou répéter les erreurs du passé ou peut-être pas renouveler ce qu'ils avaient déjà fait par le passé aussi. Mais est-ce que la régulation qui va être mise en place va être la bonne? Est-ce que la régulation qui va être mise en place va freiner l'évolution en France de ce qu'on va faire? Parce que c'est vrai que pour qu'un marché avance, pour qu'un phénomène comme celui-là évolue, il faut rassurer les entreprises, il faut rassurer les utilisateurs, mais il ne faut pas non plus bloquer le progrès. Et en bloquant le progrès, c'est bien si on forme des gens dans le métavers, mais si après ils partent tous aux États-Unis, s'ils partent tous au Moyen-Orient, s'ils partent tous dans des pays où déjà où ils seront mieux payés, forcément, parce qu'on sait qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus attractifs que la France. Il y a juste à aller en Suisse. Mais est-ce que derrière, les entreprises vont pouvoir s'exprimer? Est-ce qu'ils ne vont pas être bloqués? Est-ce que les investisseurs vont venir investir en France parce que c'est un marché porteur? Est-ce qu'ils vont préférer investir dans des métavers ailleurs parce que il n'y a pas une régulation ou un juridique qui va être trop restrictif, qui va mettre trop de freins? Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions. Et c'est vrai que on attend tous. Ça ne nous empêche pas d'avancer, mais de voir un peu comment le métavers va être cuisiné au niveau européen et français. Parce que ça va quand même conditionner énormément de choses. Ça peut faire un gros boost sur le marché, ça peut nous faire un bond en avant et nous positionner très rapidement comme des pays leaders. Mais ça peut aussi, je ne dis pas nous enterrer, mais nous faire freiner, nous faire ralentir. Et ça serait vraiment un mauvais scénario pour le progrès, parce que quoi qu'il arrive, si nous on ralentit sur le métavers et que d'autres pays avancent, on sera obligé d'avancer plus tard. Donc en fait, on perdra juste du temps. Parce qu'en fait, comme dans toutes les technologies, on se dit toujours une chose, quoi qu'il arrive, on se fait assimiler. Donc il faut juste attendre que le comportement puisse bien s'installer. Et après, une fois que les utilisateurs réclament, on est obligé de donner encore une fois aux utilisateurs ce qu'ils veulent. Parce que le métavers sera conditionné par le monde qui nous entoure, tout simplement. Le jeu d'équilibre est toujours très compliqué entre les régulateurs et les innovateurs. On y revient dans un instant. Et puis, cette bataille des talents qui s'ouvre pour capter justement le meilleur du métavers à venir. On continue à en parler tout de suite. Et c'est intéressant justement, Ridouan, ce que vous nous disiez il y a encore un quart de seconde, le fait de se dire que peut-être que jusqu'à présent, et c'est vrai qu'on avait cette vision, vous l'avez connue sur toutes les étapes, et Guillaume aussi l'a connue sur toutes les étapes de développement du Web 2, on avait un régulateur européen, fût-il, qui avait tendance à peut-être bloquer un peu l'innovation. Aujourd'hui, on se dit qu'on a peut-être en face de nous aussi des régulateurs européens ou nationaux qui ont appris de ces atermoiements de la régulation, qui se disent aujourd'hui qu'il faut être peut-être un peu plus smart, là aussi, et permettre à l'innovation de mieux s'exprimer. Les récentes pièces de régulation qu'on a vu être votées, DSA et DMA, notamment cette année, qui lisent vraiment le fait et consacrent le fait que ce qui est illégal hors ligne est désormais aussi légal en ligne, nous permettent peut-être d'y voir un peu plus clair. Est-ce que on imagine que le DSA, le DMA peuvent être adaptés au métavers, par exemple, Frédéric ? Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas. C'est des protocoles électroniques, il y a de la création de contenu. Donc après, est-ce qu'on va reprendre cette dichotomie entre hébergeurs et producteurs de contenu ? Ça, c'est un gros débat. Est-ce qu'effectivement, on commence à y avoir de l'autorégulation par les plateformes et par les éditeurs ? Mais moi, je pense qu'il faut absolument que les régulations se fassent en dehors des éditeurs. Ce n'est pas un petit meurtre entre amis, on s'autorégule. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut que le RGPD, qui est un gros sujet aussi sur le métavers, s'applique. Donc il n'y a aucune raison que ce soit une zone de non-droit, le métavers, pas plus que le numérique clé. Donc en tout cas, moi je le souhaite. Ouais. Ce ne sera pas le Far West, le métavers, c'est sûr ? Non, ce ne sera pas le Far West, mais par contre, il faut que ça aille vite. Parce que le temps qu'on réfléchisse à une loi, une réforme, une action, il y a d'autres pays qui ont déjà fait 3-4 projets. Donc c'est plus ça, moi, où je mets une alerte, c'est que réfléchir c'est bien, mais agir c'est mieux. Donc là où je suis d'accord, les régulations ne sont pas incompatibles,
Mais par contre, là, déjà dans le métavers, on voit qu'il commence à y avoir des choses. Ouais. Donc il faut pas laisser des zones de non-droit et des zones de vide juridique proliférer au fur et à mesure de l'évolution du métavers. On a commencé à identifier des agressions, notamment agressions sexuelles dans certains métavers, des ventes immobilières aussi qui commencent à se dérouler dans certains univers immersifs aussi. Donc toute transaction là aussi demande un suivi juridique s'il en est. C'est intéressant aussi parce que le fait de se dire que peut-être que vis-à-vis des régulations et des législations, d'autres métavers développés sur d'autres continents, dans d'autres pays pourraient aller plus vite, ça nous ramène au fait que la formation de Simplon et l'Académie Meta, pour le coup, oui, elle est française, mais Meta a promis finalement de former dans l'ensemble de l'Europe. Est-ce que vous avez déjà eu quelques infos sur les autres initiatives qui pourraient être menées dans d'autres pays européens ? Ce que Meta a annoncé, c'est qu'il y aurait 10 000 emplois qui sont créés chez Meta pour investir sur le métavers en Europe. Donc là encore, c'est déconnecté des formations Simplon. Donc les gens qui vont être formés ne vont pas aller atterrir chez Meta. En tout cas, ce n'est pas l'idée. C'est pas une prépa ex-Facebook. Absolument pas. En revanche, il faudra absolument... Il y a déjà des contacts pour que l'Académie du métavers se déploie dans d'autres pays, en France et en dehors de France, en Europe et aussi au Moyen-Orient. Parce que vous avez un savoir-faire international. On est déjà dans 24 pays, donc effectivement, ça pourrait être assez simple. Après, les écosystèmes ne sont pas tous matures de la même façon. Et puis après, ça dépend quels sont les cas d'usage. Mais de toute façon, il va y avoir... l'étude de Citi, là, c'est je ne sais plus combien de trilliards de business qui sont liés au métavers. Donc ça, il va falloir des gens pour donner corps à ça. Mais c'est vrai que nous, on sera très attentifs aussi. Il n'y aura pas que du business sur le métavers. Il faut qu'il y ait aussi, pourquoi pas, des civic tech sur le métavers, des ONG, des choses comme ça. Et après, il y a une question aussi, un angle mort qui va commencer à se poser et on va annoncer des choses sur ce sujet-là. Est-ce que le métavers sera accessible aux personnes en situation de handicap ? Absolument. Est-ce qu'il sera inclusif ? Et donc tout ça, il faut former des professionnels qui sont responsabilisés sur ces questions-là et qui auront des choses à proposer. Parce que sinon, si on laisse faire l'industrie, en fait, on va faire le plus grand dénominateur commun. On va restandardiser au lieu de justement d'avoir plutôt on va des faire métavers. Comme sur le Web 2, où 98% des sites internet ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Ou simplement reproduire ce qu'on a dans le monde réel. Ouais, c'est déjà le cas avec la réalité. Avant qu'elle soit artificielle. C'est pour ça. Peu accessible. La réalité réelle. Là aussi, Ridwan, quand vous benchmarkez beaucoup à l'étranger, vous regardez ce qui se fait au niveau des formations. Pour l'instant, visiblement, vous n'avez pas encore trouvé de formation complémentaire ou concurrente à la vôtre. Qu'est-ce qui pourrait manquer, justement, si vous demandez de faire une autocritique, justement, du début de la politique pédagogique de Métavers Collège ? Est-ce que vous vous dites qu'il y a peut-être déjà des briques sur lesquelles il va falloir accélérer, peut-être pas pour la promo qui arrive là tout de suite au mois de septembre, mais pour celle d'après ? Je pense qu'il va falloir accélérer surtout l'étendue des endroits où on propose la formation. Parce que c'est vrai que sur la première rentrée, on la propose qu'à Paris. Parce qu'on voulait faire d'abord une promo prototype pour être sûr qu'on fasse bien les choses et qu'on puisse bien cerner certains enjeux. Parce que vraiment, quand on veut prendre la culture métavers, je pense que c'est encore une autre culture métier. Et ensuite, déployer dans toute la France sur les 10 campus qu'on a sur l'Hexagone. Avec Digital College. Avec Digital College, donc aux mêmes endroits pour aller beaucoup plus vite. Et après, déployer un peu partout dans le monde avec nos partenaires ou après avec des nouveaux partenaires ou avec là où on peut être présent. Mais je pense qu'effectivement, le temps, c'est précieux, surtout pour ça. Et c'est pas en formant effectivement la première année 50 étudiants que ça va changer le monde. Mais par contre, si on commence à former 50 un peu partout avec plusieurs acteurs, plusieurs alliés, oui, là, le changement va être beaucoup plus fort. Donc je pense que ce qui manque, c'est qu'il faudrait que l'État soutienne plus ces initiatives-là, que l'État mobilise plus aussi, peut-être avec des initiatives fiscales, peut-être, pour motiver les entreprises à se lancer dans le métavers et à créer des vrais innovations, parce que les startups, c'est aussi eux qui vont apporter les vrais changements, qui vont apporter les vrais nouveaux usages. Nous, on a un rôle, mais je pense que l'État a un rôle, les startups ont un rôle, les entreprises ont un rôle. Mais si tout le monde respecte son rôle, mais qui prennent leur rôle dès maintenant, on avancera plus vite. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est qu'on en parle beaucoup dans les médias, on mélange un peu tout. Parce que comme tout à l'heure, Fred disait qu'effectivement, ça fait des décennies qu'on utilise les réalités immersives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on commence aussi à dire,
un univers virtualisé, c'est un métavers, donc il commence à y avoir quand même beaucoup de raccourcis et des abus finalement de langage qui sont des abus de langage et des gadgets marketing. Vraiment, j'insiste sur ce thème parce que c'est vraiment un peu le problème du moment. Mais il faut qu'on ait plus de soutien de la part de plusieurs acteurs et qu'on sente qu'on mobilise tout un écosystème pour se dire voilà, il y a un métavers déjà français. Voilà, on a des pépinières, peut-être des incubateurs spécialisés dans le métavers, on a des gens qui vont accompagner ça, des premiers étudiants qui vont sortir formés l'année prochaine, qui puissent créer leur entreprise dans cet univers-là et se dire j'ai pas peur de le faire parce que je vais pas payer la moitié de ce que je gagne aux impôts, je vais avoir des gens qui vont me soutenir, je vais avoir l'État qui va m'aider, qui va me donner le courage pour le faire. Parce que déjà créer une entreprise en France, il faut beaucoup de courage. Créer une entreprise dans le métavers, il faut du courage. Voilà, un peu d'argent quand même. Et un peu de savoir-faire quand même. Un peu de savoir-faire. Et il faut que cet argent aussi puisse se trouver. C'est-à-dire au-delà des capitaux propres, au-delà des banques, il faut que des investisseurs puissent venir. Bonjour les Vici. Un petit coucou amical comme ça. En ce moment, ils sont un peu réticents, visiblement. Mais ces investisseurs, on l'a vu dans la vague digitale il y a 10 ans, à partir de 2008-2010, on a vu qu'ils sont arrivés d'un coup en France. Parce qu'effectivement, tous les autres pays étaient très matures sur le sujet et qu'ils ne pouvaient plus investir dans d'autres pays. Ils se sont dit, en France, c'est un vrai terrain. Et ils ont bien fait parce qu'on a vu comment on a fait un boom et comment on a pris un leadership sur certains domaines. Donc là, je pense qu'il faut reproduire ça, mais plus en amont, en se disant, ces investisseurs-là, il faut qu'on arrive à les convaincre. Et ça serait grâce peut-être à nos politiques, de venir investir en France et que nos investisseurs français investissent là et que des gens comme Maccour aussi puissent investir dans le métavers. Donc réponse du berger à la bergère. Emmanuel Macron, vous vouliez un métavers européen et français. Aidez-nous, quelque part. Aidez-nous à le mettre en place. Après, comme je dis, si chacun respecte son rôle, ça va bien se passer. C'est-à-dire que l'État a quand même un très gros rôle sur le sujet, même si l'entreprise, ça reste toujours un peu la reine du progrès et de l'évolution. Mais il faut qu'il y ait une harmonie et un cercle vertueux entre tous ces acteurs, ça c'est sûr. Guillaume, tu avais une question ? Oui, en fait, non, pas vraiment. En fait, tu n'avais pas de question. Ce qui m'intéresse, c'est sur on a parlé pas mal de casques de réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a d'autres objets de hardware que vous voyez émerger? Bien sûr, peut-être des bracelets ou des lunettes de réalité augmentée, par exemple, ou d'autres? Est-ce que le device, du coup, va avoir toujours une importance prédominante dans le choix du métavers qu'on veut adopter, c'est ça? Mais ça, c'est hyper structurant, parce que moi, je passe mes journées à interroger les entreprises pour savoir quels sont leurs besoins. Et effectivement, d'abord, ces questions-là sont des questions de desktop. C'est-à-dire qu'en fait, on fait déjà du métavers et de l'immersif sur son ordinateur. Ça, c'est vraiment le truc privilégié, en gaming, mais pas que. Après, il y a effectivement les lunettes aussi de réalité augmentée. Le mobile et l'instrument de base de la réalité augmentée aussi. Donc ça, c'est le device. Donc en fait, on a tous un outil qui permet de faire de l'immersif dans sa poche. Donc ça, c'est déjà le cas. Et à la fin de la fin, il y a les casques et tout ce qui va arriver en réalité virtuelle. Donc c'est multi-device. Et en plus, il peut y avoir des choses qui se chevauchent. Et on a une super start-up française qui s'appelle Lynx et qui fait des casques absolument incroyables. Et ils font un casque qui fait VR et AR en même temps. Donc ça aussi en complément du smartphone et puis de son ordinateur. Donc tout ça en fait, voilà, c'est pour ça que le métavers, ça n'est pas seulement des casques de VR, un truc persistant, des avatars. En fait, c'est énorme tout ce qu'il y a à faire. Donc il faut regarder dans le détail quels sont les métiers, quels sont les besoins. Sinon effectivement, on fait comme ça a été dit, on fait du buzz. Voilà. Donc c'est les 3 B. On dit c'est bullshit, business et buzz. Voilà. Donc là, il faut plutôt regarder dans le détail. Bon, entre les trois, vous avez fait votre choix. En tout cas, Ridouane, l'idée, c'est surtout de pouvoir surtout accompagner, encore une fois, les talents que vous allez former avec vos formations et initiatives. Là aussi complémentaires, j'insiste, parce qu'on ne s'adresse pas non plus exactement aux mêmes futurs talents. Avec la Meta Academy, on va aller chercher des publics, on va les accompagner. 20 étudiants par promo, si je dis pas de bêtises. On fait des promos de poche, mais pour pouvoir encore mieux, justement, les former dans plusieurs villes, on l'a dit, une discrimination positive assumée, on ne va pas regarder le CV, on va regarder l'envie d'y aller. On va regarder le genre, on va regarder le niveau de diplôme, mais à l'inverse, on va surreprésenter les femmes et les gens peu ou pas diplômés. C'est effectivement. Et je crois que Laurent Soli est le patron de Meta, donc en France et en Europe, est ravi de dire qu'il attend 30% de femmes par promo. Ça va être le gros challenge qu'on va avoir. On sait que dans ces métiers-là, autant il y a beaucoup de profils féminins sur le métavers, on va découvrir aussi quelle est l'appétence des femmes sur ces métiers-là. Mais il faudra leur parler des usages, pas des technos. On s'en fiche des technos quelque part.
C'est des moyens. Et pourtant, vous avez démarré par la techno pour construire votre politique pédagogique avant d'aller vers On est l'usage. obligé. Ouais, on est obligé. Mais par contre, on ne va pas communiquer pour recruter en disant venez faire du Spark AR ou du machin truc ou du Unity ou du C++. Il va falloir parler leur langage, bien sûr. Justement, je reviens vers votre modèle à vous, Ridwan, avec Metaverse Collège. Niveau Bac plus 3, formation accessible en alternance notamment. On se dédie aux métiers porteurs d'avenir dans le monde, dont justement ceux du métavers. On l'a vu, ils sont nombreux et là aussi complémentaires. Je crois que vous avez déjà 200 candidatures qui sont déposées pour cette rentrée. 200 candidatures qui étaient déposées. Mais une promo de 50 personnes, encore une fois, on l'a dit, c'est une promo plutôt test, plutôt bac à sable. C'est ça, c'est exactement bac à sable, oui. C'est vraiment du prototypage. Je pense que c'est pour ça qu'aussi l'Académie de Méta fait 20 par promo, parce que ça reste quand même nouveau et que même pour nous c'est nouveau et qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et voilà, c'est pour ça que c'est pas du bullshit, c'est pour ça que c'est pas du buzz, c'est pour ça que c'est du vrai accompagnement. On veut vraiment être sûr que les formations qu'on met en place soient bien mises en place par une bonne équipe pédagogique. Trouver des profs aussi de cet écosystème, c'est très compliqué, parce que sur les métiers déjà existants c'est facile, mais sur les nouveaux usages c'est plus compliqué. En tout cas, aujourd'hui, on va tous faire le maximum et on va devoir être des écoles agiles et flexibles pour faire en sorte qu'on puisse directement réparer s'il y a un petit problème. Et quand vous avez 50 étudiants, réparer une petite erreur, c'est facile. Mais quand vous en avez 3000, c'est autre chose. C'est un autre management. Donc c'est là qu'on préfère commencer doucement mais sûrement. Et pour l'instant, combien de femmes dans ces candidats et candidates ? J'ai pas le chiffre exact, mais il y en a. C'est bien défendu, bravo. Non, c'était beau, une belle réponse de directeur général de collège. Non, c'est beau, bravo. J'apprécie justement les 3B mis en forme directement dans une seule réponse. Merci en tout cas vraiment, Ridwan Bagri, d'avoir fait un tour comme toujours sur l'école du futur. Merci Frédéric Bardot, là aussi avec Simplon, et on vous retrouve dès la rentrée pour l'Académie Méta, aux côtés de Méta France, notamment dans 4 villes en France, pour pouvoir aller chercher là aussi les futurs talents au pluriel du métavers. Merci Guillaume Gralet, qui a bien noté la règle des 3B sur sa feuille. Ouais, non, mais on va bientôt la retrouver dans un article du Point. Non, j'étais en train d'essayer de remplacer les 3B par Big Beautiful, et j'en cherchais un troisième. C'était joli. C'est très Guillaume Gralet. C'est très Guillaume Gralet. Merci infiniment vraiment pour toutes les infos. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour une autre émission, un autre épisode de l'École du Futur.